Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va ouvrir ce débat aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi le professeur Richard Villet, qui est délégué général de la Fondation de l'Académie de médecine, le docteur Elisabeth Éléphant, qui est embryologiste et responsable du centre de référence sur les agents tératogènes, l'hôpital Trousseau, le docteur Daniel Hassoun, qui est gynécologue obstétricienne et responsable d'un centre d'IVG à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et puis le docteur Daniel Lévy-Bruhl, qui est médecin de Santé publique France et responsable d'unité et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine. On va traiter aujourd'hui dans ce deuxième opus de la santé aux âges des femmes et en particulier de la santé de l'adolescence. Et on a la chance également d'avoir pu enregistrer un certain nombre de vidéos qu'on a fait avec le professeur Marie-Rose Moreau, qui est psychiatre pour enfants et adolescents, professeur à l'université Paris-Cité, et qui est également chef de service de la maison de Solène, donc qui est une maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Voilà, et je voudrais passer tout de suite la parole à Richard Villet, notre délégué général pour la Fondation de l'Académie de médecine, et qui, avec Elisabeth Éléphant, ont monté ce programme qui est passionnant et qui va se dérouler donc sur 7 opus. On en est au deuxième, et qui vont permettre de balayer de la manière la plus large possible et la plus interactive possible tous les aspects de la santé des femmes, qui est un sujet absolument primordial à considérer en ce moment. Mais merci Olivier Mariotte. Si je me permets de prendre la parole, c'est effectivement pour vous dire qu'on est donc ici dans un des amphithéâtres de l'Académie nationale de médecine et dont nous sommes la fondation. La fondation de l'Académie de médecine a pour but de sensibiliser, je ne veux pas vous humilier en disant le grand public, mais de sensibiliser le public, les politiques, les associations de patientes et les patients français en général sur des grands problèmes de santé publique. Et je crois que ces débats ont un intérêt, et je remercie Neil et Olivier Mariotte de les animer, ont un intérêt majeur, c'est que sans aucune prétention, nous pensons que la qualité des intervenants et la qualité, la référence scientifique des intervenants fait qu'en principe, nous sommes garants de la qualité de nos propos, ce qui est une chose qui n'est pas toujours facile en ce moment quand on connaît la diffusion médiatique. Donc comme vous l'a dit Olivier, c'est un cycle de débats qui fait partie de la mission de la Fondation. Nous avons d'autres préoccupations sur la santé des adolescents dont on va parler aujourd'hui, mais surtout également sur l'alimentation, le vieillissement. Et nous restituons en général ces débats au niveau de nos politiques pour essayer de faire pression à côté des messages que fait l'Académie nationale de médecine, puisque la charge de l'Académie nationale de médecine, c'est de répondre éventuellement à des sollicitations de l'État, des instances ou du grand public ou d'autosaisine pour répondre à des grands problèmes de santé publique. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, donner, je crois, la parole à Olivier, si tu es d'accord, à Elisabeth, qu'elle nous présente un peu comment elle voit le débat de cette matinée qui, en principe, donc dure 1h30 jusqu'à 10h30. 10h. Merci Richard, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver si vous avez déjà assisté à la première séance de notre cycle de débat qui a eu lieu ici à l'Académie de médecine début avril. Aujourd'hui, comme vient de l'indiquer à la fois Olivier et Richard Villet, le sujet sera donc d'aborder au long de cette matinée un des aspects de la santé des femmes que nous avons identifié comme étant nécessaire à explorer de façon un peu plus fouillée, une fois de plus, comme l'a dit Richard, par des personnes qui connaissent extrêmement bien le sujet, mais de façon à diffuser au plus large des messages importants concernant la santé spécifique des adolescentes, avec 3 volants. Un premier volant qui concerne la sphère gynécologique, la vie sexuelle, la contraception, qui est un élément très important pour cet âge, le début des âges de la vie reproductive des femmes. Ensuite, des aspects qui concernent de façon assez cruelle parfois ces jeunes femmes, que sont les aspects psychiatriques dont elles sont l'objet et qui méritent d'être connus. Et un troisième volant, les aspects de prévention par la vaccination, qui reste un problème de santé publique majeur
concernant cette classe de la population et qui vous sera présenté par un expert de la question qui est le docteur Lévy-Bruhl. Donc voilà, je vais leur laisser la parole immédiatement, étant donné que nous sommes assez contraints par le temps. Merci à tous d'être avec nous et merci aussi beaucoup aux orateurs d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci beaucoup Elisabeth pour cette introduction. Merci Richard également. On va tout de suite commencer par une vidéo qu'on a tournée avec Marie-Rose Moreau sur l'état des lieux de la santé des femmes. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin en venant, vous êtes en distanciel, donc vous n'avez peut-être pas beaucoup bougé, mais sur France Info, il y avait justement un reportage sur cette question qui est une question extrêmement préoccupante, qui concernait en particulier le taux de suicide et les automutilations chez les jeunes filles à la suite de la crise de la Covid. Donc c'est un sujet qui est un sujet de plus en plus sociétal, donc il faut se saisir. Et je crois que les précisions que nous a apportées Marie-Rose Moreau lors de cette première vidéo vont être tout à fait éclairantes par rapport à la situation telle qu'on n'a quelquefois pas suffisamment l'impression de la vivre. La santé mentale de nos jeunes est inquiétante, elle est fragile. Avant le Covid, nos études épidémiologiques retrouvaient environ 8% d'une classe d'âge, à cet âge-là, donc de l'adolescence, on va dire 11-21 ans, l'adolescence jeune adulte, 8% qui présentaient une souffrance psychologique importante. Et après le Covid, on est plutôt à 10-12% selon les études, les dernières étant celles de Santé publique France. Et à l'intérieur de cette catégorie de nos jeunes gens, il y a celle des jeunes filles qui est importante, qui a augmenté pendant le Covid, qui n'est pas redescendue, donc quasiment pas, et avec en particulier la tranche d'âge 10-14 ans et 16-21 ans. Alors, dans ces pathologies, il y a d'abord tout ce qui concerne la dépression et les actes d'automutilation. Donc, je perds l'envie de vivre ou j'attaque moi-même et j'attaque mon corps, dont les sex ratios donc, de dépression et d'automutilation sont 35% plus importants chez les filles que chez les garçons. Et elles n'ont pas rediminué, comme je le disais, après le Covid. Donc, dépression qui pose le problème de la reconnaissance et du diagnostic donc à cet âge-là. Et puis, on trouve ensuite, après les dépressions et les automutilations qui sont les symptomatologies les plus fréquentes chez les jeunes filles, les troubles du comportement alimentaire, différents types, mais essentiellement disons, des anorexies, donc des troubles restrictifs, où les jeunes filles vont peu à peu perdre l'envie ou lutter contre l'envie de manger. Ça se passe en général au moment de l'adolescence, au moment où la question de la transformation corporelle des jeunes filles a lieu. Mais ce qui apparaît ces dernières années, c'est une augmentation des troubles du comportement alimentaire chez les plus jeunes, ce qu'on appelle les prépubères. Donc, avant même la puberté, avant même la transformation, il y a déjà une souffrance. Et en même temps que l'on voit ces pathologies, bien sûr, il y a aussi des tas d'autres pathologies, mais ces deux-là sont celles qui sont en excès, dépression, automutilation d'un côté, troubles du comportement alimentaire de l'autre. Et en même temps que l'on voit l'augmentation donc, de ces pathologies en excès chez les jeunes filles, il y a l'importance des traumas, des traumatismes individuels que ces jeunes filles ont vécus. Donc, traumas de toute nature, avec en particulier une augmentation des traumas sexuels, donc des attaques directes du corps et du fonctionnement de ces jeunes filles. Donc, c'est sans doute à mettre aussi en corrélation avec les pathologies que l'on voit, aussi bien de dépression, d'automutilation, de troubles du comportement alimentaire. Bien sûr, il y a aussi des anxiétés, mais
c'est ces 2 grandes catégories les plus importantes. Voilà la prise de parole de Marie-Rose Moreau concernant l'état de santé des jeunes filles, en particulier sur le plan de la santé mentale. C'est vrai que c'est un tableau qui est extrêmement préoccupant. On y reviendra très certainement dans la discussion. Mais je voudrais tout de suite passer la parole à Danielle Assoun pour qu'elle nous parle justement de tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les conseils que vous pourriez nous donner pour faire en sorte justement qu'on puisse arriver à avoir une situation qui soit plus sereine et plus stable que ce qui existe à l'heure actuelle. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, donc, je vais vous parler de la santé sexuelle et reproductive, qui est évidemment une composante essentielle de la santé globale. C'est la capacité à être en bonne santé, en état de bien-être affectif et sexuel. Et plus spécifiquement pour les plus jeunes, cette santé sexuelle et reproductive va dépendre d'une part des législations et des dispositions permettant l'accès aux soins. Ça va dépendre aussi de la façon dont on les écoute, dont on les entend, dans leurs besoins, dans leurs craintes, comment faire passer un certain nombre d'informations adaptées. Et enfin, dernier volet, le rôle de l'école en termes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors, quelques données sur l'âge médian du premier rapport sexuel. L'âge médian, c'est l'âge auquel la moitié de la population a déjà eu un premier rapport sexuel. Donc, depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est un âge qui est extrêmement stable et qui se situe autour de 17,4 ans pour les garçons et 17,6 pour les filles, donc à peu près équivalent. Donc, comme je vous le disais, ça n'a pas varié au cours des 20 voire 25 dernières années, en sachant qu'il s'agit d'une activité sexuelle qui est fréquemment entrecoupée de périodes plus ou moins longues d'inactivité sexuelle, mais aussi on a ce que j'appelle des jeunes vieux couples, c'est-à-dire des couples qui restent finalement assez longtemps ensemble. Alors, ce qui est spectaculaire, évidemment, c'est depuis les années 50, c'est l'abaissement de cet âge, qui était à 22 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons, mais c'est surtout le rattrapage par les filles par rapport aux garçons. Alors, quand on sait que la première naissance a été évidemment retardée, puisqu'elle est maintenant de près de 31 ans, eh bien, ça signifie quand même la nécessité d'une contraception extrêmement efficace à un âge où la fertilité est maximum. Alors, premier volet donc, de ce que je voulais vous parler, c'est de quoi dépend de la santé sexuelle, la capacité à accéder aux soins de santé sexuelle. C'est-à-dire, qu'existe-t-il en termes de dispositions législatives pour permettre cet accès? Alors, évidemment, sur la trentaine d'années qui viennent de passer, il y a eu toute une série de modifications qui sont en fait, qui ont suivi les pratiques sociales et les modifications des pratiques sociales. Par exemple, l'IVG est maintenant accessible aux mineurs, quel que soit l'âge, et sans le consentement de l'autorité parentale. Et ce suit depuis la loi de 2001. L'ensemble du parcours d'accès à la contraception et à l'IVG est intégralement protégé par le secret. Et c'est extrêmement important de le rappeler, car c'est tout à fait rassurant pour les jeunes de savoir qu'on ne va pas en parler aux parents. Et d'ailleurs, la jeune fille mineure n'a pas à faire la preuve qu'elle est mineure. Il suffit qu'elle dise qu'elle est mineure. Une déclaration suffit. Alors, pour parler des choses un peu plus récentes, depuis janvier 2022, un dispositif permettant un accès aux soins pour la santé sexuelle et reproductive, en particulier la contraception, sans avance de frais. C'est un dispositif qui existait pour les mineurs depuis 2013, mais qui s'est étendu en 2022 pour les filles, mais aussi pour les garçons, jusqu'à 25 ans. Alors, cela implique des consultations en centre de santé, en cabinet médical, en centre de planning familial, donc avec une prise en charge et sans avance de frais, avec le secret si besoin. Évidemment, en officine, ça suit, c'est-à-dire en pharmacie, les contraceptions sont délivrées également sans avance de frais, y compris 4 marques de préservatifs, et depuis quelques semaines, la possibilité également d'avoir des préservatifs féminins, donc là aussi, sans avance de frais. Évidemment, pareil pour le laboratoire. Donc, on peut considérer qu'il y a une législation relativement favorable, même assez favorable dans notre pays, en tout cas par rapport à d'autres pays, avec parfois une application un peu aléatoire par souvent méconnaissance des dispositifs.
Deuxième élément, c'est dont dépend l'accès à la santé sexuelle et reproductive, c'est comment donner des informations complètes, fiables, actualisées et adaptées. Alors, selon la Haute Autorité de Santé, des recommandations ont été établies en 2019 et qui considèrent qu'il faut évaluer les besoins, les risques, les craintes de ces jeunes filles en particulier, mais des garçons aussi, entre autres, afin de les entendre, mais aussi de prescrire une contraception qui est la mieux adaptée, qui préserve évidemment leur santé, mais qui est clairement celle choisie par la jeune fille et pas celle imposée par le professionnel de santé. Alors évidemment, théoriquement, dans le cadre d'une consultation qui doit être un dialogue non intrusif par un ou une professionnelle de santé référente non parentale, et donc théoriquement sans jugement de valeur, ce qui n'est évidemment pas si évident que ça. Et évidemment extrêmement chronophage, ce qui est parfois difficile pour les professionnels de santé. Donc, de façon un petit peu rapide, je vous dis les quelques éléments auxquels il faudrait être attentif dans ces consultations. Les troubles spécifiques à l'adolescence, mais Madame Moreau va en parler, en particulier les conduites alimentaires, les inquiétudes diverses et en particulier les dysmorphophobies, c'est-à-dire cette impression de ne pas être normal, de voir des organes qui sont différents ou en tout cas qui ne sont pas ceux auxquels qu'ils souhaiteraient. Des comportements évidemment à risque. Alors un élément dont on parle plus actuellement, c'est les violences, les contraintes, et elles sont bien plus importantes chez les plus jeunes, on le voit dans les études, les 20-24 ans souffrent plus souvent de violences et de contraintes que les plus âgés, avec évidemment des facteurs de risque que l'on connaît, à savoir par exemple l'âge précoce des premiers rapports sexuels. 2% de ces jeunes ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 13 ans. L'âge du partenaire, voire parfois beaucoup plus âgé, évidemment la précarité sociale, la précarité affective, les difficultés familiales, tous éléments qui évidemment sont des éléments de risque. Enfin, rapidement, un élément dont on parle aussi beaucoup en ce moment, c'est l'idée de l'incongruence de genre, les transidentités, ou plutôt il s'agit là, dans le cadre de ces jeunes, de les écouter avec bienveillance, d'entendre ce qui est dit par certains jeunes de leur rapport à leur genre ou à leur inadéquation à leur genre, la non-binarité, mais surtout la diversité par rapport aux stéréotypes masculins et féminins qui, en tout cas, les tracassent beaucoup pour un certain nombre d'entre eux. Alors, c'est un phénomène moins important que ce que ça donne, que l'impression qu'on en a. On en parle beaucoup. Alors, on a l'impression que c'est un phénomène extrêmement important. En fait, il est surtout plus visible maintenant parce qu'on peut en parler et parce que la loi a changé. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, les mineurs représentent 3,3% des titulaires d'une ALD, c'est-à-dire d'une prise en charge par la sécurité sociale pour les soins en lien avec la transidentité, ce qui fait environ 300 jeunes pris en charge de cette façon-là. Alors, autre élément par rapport aux contraceptifs proposés, ça aussi c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est le fameux désamour, si je puis dire, de la contraception hormonale, et ces jeunes qui n'en veulent plus et qui veulent plutôt, d'ailleurs les jeunes et les moins jeunes également, une contraception plus naturelle, mais c'est à entendre également. Mieux vaut une contraception moins efficace mais choisie que pas de contraception du tout finalement. Et aussi l'importance, alors pour le coup, pour essayer un peu de les convaincre d'une contraception peut-être plus efficace, c'est combattre les idées reçues des femmes, mais aussi des professionnels de santé. Le DIU, c'est-à-dire le stérilet, est possible chez les femmes nullipares, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'enfants. La pilule ne fait pas grossir, la pilule ne rend pas stérile. Tout ça sont des éléments qui sont scientifiquement parfaitement validés. Et les bénéfices aussi de cette contraception hormonale, qui est que ça diminue, voire supprime la dysménorrhée, c'est-à-dire les douleurs de règles. Donc voilà pour les informations qu'on peut donner et qu'on doit donner et l'écoute qu'on doit avoir pour améliorer effectivement cette santé sexuelle et que les jeunes se sentent entendus
dans leurs préoccupations. Et enfin, dernier élément, c'est la santé sexuelle, ça dépend aussi d'un environnement qui affirme et promeut la santé sexuelle. Ce que fait ou devrait faire en particulier l'école concernant l'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors, ce qui est également prévu, c'est 3 séances d'éducation sexuelle annuelles, obligatoires, du CP à la terminale. La circulaire de l'éducation nationale de 2018 rappelle les valeurs humanistes qui fondent cette éducation, la liberté, l'égalité, la tolérance, le respect de soi et d'autrui. L'accent doit être mis également sur l'esprit de laïcité, de neutralité, la vigilance en matière des consciences, l'adaptation à l'âge des élèves. Elle intègre évidemment les nouvelles problématiques, la pornographie, le cyberharcèlement, le non-consentement. Et pour dire juste un mot sur la pornographie, une étude de 2017 montre que la moitié des adolescents de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur un site pornographique et ont un accès à la pornographie de plus en plus précoce. Et eux-mêmes, dans les études, les adolescents estiment et considèrent que cette première expérience est prématurée. C'est ce qu'ils disent quand on les interroge. Donc en ce qui concerne l'éducation à l'école, des textes ambitieux, mais une application un peu inégale, c'est le moins qu'on puisse dire, selon là aussi une enquête du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, car dépendante des bonnes volontés individuelles, à savoir des enseignants. Selon une enquête récente, 3000 établissements scolaires représentatifs déclarent 25% parmi 3000 établissements scolaires représentatifs, 25% déclarent n'avoir mis en place aucune action ou séance en matière d'éducation à la sexualité, malgré l'obligation légale. Pourtant, il existe un plan stratégique qui a été établi entre 2017 jusqu'à 2030 qui dit qu'en 2023, 100% des jeunes auraient dû avoir reçu une éducation de qualité à la sexualité tout au long de leur cursus et que d'ici 2030, 100% des professionnels de santé formés devraient être formés à la santé sexuelle et reproductive. Donc, pour conclure, la meilleure prévention en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est la reconnaissance sociale et l'acceptation de la sexualité des jeunes. Toutes les études le montrent dans tous les pays. Et c'est vrai que dans notre pays, les dispositifs législatifs vont plutôt dans ce sens. C'est parfois un peu en contradiction avec soit les normes parentales, soit l'attitude des professionnels de santé, qui ne sont pas toujours non plus formés et suffisamment formés pour pouvoir parler de ces questions. C'est aussi une meilleure prévention, c'est aussi accepter le changement générationnel, les nouvelles attentes, les nouvelles attitudes. Oui, il y a des amours de la contraception hormonale, mais après tout, effectivement, les conditions ne sont pas les mêmes de celles des générations précédentes. Il faut savoir aussi utiliser les outils, les nouveaux outils, les réseaux sociaux, la téléconsultation, qui peut être une bonne façon d'accéder à ces jeunes. Et alors, c'est effectivement ainsi qu'on peut peut-être mettre en place une meilleure prévention pour ces jeunes. Alors, je terminerai par ce que dit François Truffaut, qui a bien dépeint l'adolescence. Ce qui est passionnant avec les adolescents, c'est qu'ils font tout pour la première fois. Et c'est vrai qu'on aurait plutôt envie de leur faire des premières fois jolies, mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Merci. Merci beaucoup pour ce propos extrêmement intéressant sur ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on va pouvoir traiter. On pourra en reparler avec Daniel Lévy-Bruhl tout à l'heure par rapport à la vaccination contre le HPV. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont des choses à remettre en perspective et qui donnent un éclairage qui est tout à fait intéressant. Je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez souvent parlé de plein de difficultés de dialogue avec ces jeunes. Je voudrais qu'on passe maintenant une autre vidéo, qui est une vidéo faite par Marie-Rose Moreau, justement sur la plainte. Prendre au sérieux les plaintes des jeunes filles
c'est quelque chose que, visiblement, de son œil d'expert, sur lequel elle nous interpelle, parce que c'est pas du tout, pas fréquemment, ce que des professionnels de santé ou des gens qui sont autour de ces jeunes font. On a une tendance naturelle à dégrader un peu cette plainte ou à passer outre. En ce qui concerne la manière de répondre, la manière donc de répondre à la souffrance exprimée par les jeunes filles, ces dernières années, un certain nombre d'études ont mis en évidence, alors ces études viennent du Canada, elles viennent du monde anglo-saxon, des États-Unis également, elles viennent moins du monde français, mais j'en ai quand même une. Et ces études, donc, d'abord, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que nous ne prenons pas assez au sérieux les plaintes et les manières de dire la souffrance des jeunes filles. L'étude française, elle, qui a été faite par l'INSERM, qui était une étude sur lorsque les adolescents passent à l'acte suicidaire, combien de professionnels ont-ils vu auparavant? En général, les filles en ont vu au moins 3, les garçons au moins 2. Ça veut dire que pour les filles, la société et les professionnels qui sont inscrits dans cette société, finalement, prennent moins au sérieux que les garçons les plaintes. J'ai plus envie de vivre, ou je vais me suicider, ou je suis pas bien, ou j'arrive pas à aller à l'école, ou j'ai mal partout. Les plaintes, elles sont multiples, mais pourquoi? C'est ça l'élément important. Qu'est-ce qui fait que les plaintes des filles ne sont pas prises au sérieux, avec des préjugés, comme par exemple, bon, si on parle, on passe moins à l'acte. Si on dit qu'on va le faire, on va pas le faire. Non, en réalité, plus. Par exemple, si vous faites une tentative de suicide, eh bien, si plus vous faites ces tentatives de suicide, plus vous avez de risques de faire une tentative de suicide, et plus donc vous avez le risque de mourir. Donc, cette idée que je dis que je vais le faire, ou j'en parle alors qu'un garçon éventuellement n'en parle pas, ça c'est vrai qu'il y a des différences comme ça qui peuvent s'exprimer, mais toujours est-il que une plainte, même si elle passe par la parole, et c'est vrai que les jeunes filles vont plus parler que les garçons, cette plainte doit être prise au sérieux, parce que la plainte en elle-même, c'est elle qui marque le risque du passage à l'acte, le risque de la difficulté. Et on voit aujourd'hui que les jeunes filles se font hospitaliser en urgence pour des crises suicidaires de manière extrêmement importante, plus importante que les garçons, et que le risque chez elles est plus important. Mais surtout, le risque, c'est de ne pas être pris au sérieux et de finalement d'être obligé de continuer à aller mal. Et donc, plus on retarde la prise en charge, plus le traitement sera tardif, plus le risque de mourir ou le risque de chronicité est grand. Voilà cet éclairage donné par Marie-Rose Moreau sur la question de la plainte des jeunes filles en particulier, plainte qui est souvent sous-estimée même par les professionnels de santé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Daniel, mais dans votre expérience, c'est quelque chose qui transparaît beaucoup? Ah oui, c'est quelque chose. Alors, d'abord, il faut quand même dire que tous les jeunes ne vont pas tous mal. Hein. Il faut quand même dire que beaucoup de jeunes vont bien et sont bien dans leur peau, avec les difficultés inhérentes à l'adolescence, mais sans que ça soit dramatique. Mais par contre, oui, alors en ce qui concerne les jeunes filles, puisque moi je ne vois que les jeunes filles comme gynécologue, oui, il y a beaucoup de plaintes quand même. Il y a beaucoup de plaintes. Je parlais de la dysmorphophobie aussi. Et en général, c'est des plaintes multiples. Hein. Ces jeunes ne vont pas bien et elles ne vont pas bien d'une certaine façon sur tous les plans. Et donc, effectivement, elles sont en souffrance, hein, indéniablement.
avec toute une série d'éléments elles ne s'aiment pas, elles ne s'estiment pas. Et ça, on sait bien que ce n'est pas une bonne chose. Comment on peut faire justement par rapport aux spécialistes du premier recours que peuvent être des médecins généralistes, des sages-femmes, même un pharmacien d'officine qui va pouvoir administrer un vaccin ou autre, qui peut être en contact avec ces jeunes. Qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse pour qu'ils soient plus en alerte justement sur ces plaintes exprimées par les jeunes filles? Alors, la première chose, c'est les former. Je crois qu'il y a un vrai problème de formation à tous les niveaux, que ce soit les médecins généralistes, qui sont, comme vous l'avez dit à juste titre, en première ligne. Ce sont eux, parce que parfois ils ont l'habitude de les voir comme enfants, et puis ensuite ils les voient grandir. Donc c'est vraiment, ils connaissent aussi leur environnement familial. Donc ce sont vraiment les premiers à voir quand ça commence à ne pas aller bien pour ces très jeunes. Et puis, et donc là, ils sont souvent surchargés. Ce sont des consultations qui prennent beaucoup de temps. On connaît le problème de la démographie médicale. Ils sont absolument surchargés. Il faut que ce soit des consultations qui soient dédiées. Ça ne soit pas au milieu de la grippe ou d'un petit bobo, mais vraiment des consultations où on les voit pendant un temps dédié, parfois seuls d'ailleurs, parfois avec les parents. Ça, là, il faut gérer ça avec c'est un peu parfois compliqué de faire sortir les parents, mais il faut parfois faire sortir les parents. Quelque chose d'ailleurs qui est nouveau dans les consultations que moi je vois, c'est qu'avant c'était les mères qui accompagnaient toujours les filles, et maintenant il y a quelques pères qui viennent, mais alors généralement ils ne rentrent pas en consultation. Donc ça simplifie un petit peu les choses. Si tu permets, Olivier, je voudrais juste faire une remarque. Là, vous admettez déjà qu'il y a une démarche chez un médecin. Le problème pour moi, c'est le diagnostic avant, parce que c'est donc le retard au diagnostic. Et donc là, je crois, Olivier, qu'il y a une information majeure, d'une part, parce que les parents, c'est pas facile d'écouter ces enfants. Et donc il y a ce lien parental, et il y a aussi un rôle, et je connais bien ce milieu de l'éducation nationale, et malheureusement ils sont débordés, c'est qu'il faut sensibiliser les enseignants à repérer dans leur classe, parce que c'est très difficile. Et je trouve que cette différence qu'a très bien montré Madame Moreau entre les garçons et les filles, moi, tous ceux que j'ai connus qui se sont suicidés, c'est pas plus les garçons, mais c'est souvent. D'ailleurs, elle nous aurait donné le chiffre, ça m'aurait plu de savoir la différence entre garçons et filles. Parce que, et nous-mêmes en psychiatrie d'adultes, moi qui avais des malades complètement, des patients complètement différents, notamment en cancérologie, c'est ceux qui parlent pas qui se suicident. Et ça, c'est donc comment, j'allais dire, avant qu'elle aille chez Madame Assoun, comment les repérer? Et c'est là où on a cette perte de temps et donc ces risques d'automutilation. Alors il faut peut-être regarder à la cantine, il faut peut-être. Je trouve la perception de la souffrance du jeune est très très difficile à sentir. Et je ne sais pas comment progresser, mais il y a une information. Alors heureusement, comme dit Madame Assoun, c'est quand même pas la majorité. Donc c'est quand même nous on est obligé de parler des cas exceptionnels, mais c'est un vrai sujet. Comment les repérer? Parce que sinon on arrive retard. Quand elles arrivent chez la gynécologue, elles ont déjà fait une démarche intellectuelle. Oui, puis c'est une démarche de classe aussi. C'est pour ça que, comme vous le disiez, c'est le médecin généraliste. Alors, je voudrais revenir juste sur un truc, c'est la sage-femme qui est compétente, qui est vraiment un interlocuteur. Il y a beaucoup de sages-femmes maintenant qui s'installent en ville. C'est une interlocutrice ou un interlocuteur qui est tout à fait apte à entendre et à écouter. Elle aussi, elle doit être formée. Mais en particulier, elle a des compétences pour tout ce qui concerne la contraception, mais également pour faire des IVG. Donc c'est un interlocuteur, une interlocutrice de plus que l'on peut consulter, et en particulier pour les plus jeunes. Et qui, dans le contexte de désertification médicale, sont des professionnels de santé qui peuvent jouer un rôle tout à fait majeur en termes de prise en charge de la santé des femmes. Moi, je vois ça au niveau de la ruralité de mon petit village. On a fermé la maternité, mais on a remplacé ça par une maison de santé qui est dédiée aux sages-femmes et qui maintenant s'occupe de tout ce qui concerne les frottis, le suivi des grossesses et tout ça. Donc elles peuvent avoir un rôle tout à fait majeur dans la prise en charge de ces jeunes populations. Encore faut-il que la population sache ce qu'on peut attendre d'elle, parce que c'est pas aussi toujours très très évident. On pense à la sage-femme au moment où on va accoucher, d'une certaine manière, où on est en suivi de grossesse, alors qu'il y a toute une prise en charge beaucoup plus holistique de la santé des femmes qui peut être faite par les sages-femmes. Absolument.
Daniel, on va passer maintenant à la question de la vaccination avec un je vais être très méchant, mais vous pourrez bien entendu me contredire, mais avec ce que je considère comme un loupé français, au moins un fort retard à l'allumage, qui concerne le HPV, puisqu'on a quand même mis un temps absolument catastrophique, alors que d'autres pays dans le monde se trouvaient à commencer à obtenir des résultats justement sur la diminution des lésions précancéreuses, en particulier sur les cancers féminins. Parlez-nous un peu justement de cette vaccination du papillomavirus, qui est quand même l'un des traitements, l'un des premiers vaccins contre le cancer qu'on ait pu créer. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à la Fondation de l'Académie de médecine, merci au docteur Éléphant de m'avoir permis de participer à ce débat sur un sujet passionnant mais difficile. Et plus spécifiquement, je vais essayer de raconter un petit peu effectivement la manière dont cette vaccination a plus ou moins bien marché en France, et puis essayer de voir quelles sont les perspectives d'avenir, si elles sont réjouissantes ou au contraire désespérantes. Et donc je commence par cette première diapositive qui rappelle un petit peu pourquoi on vaccine contre le HPV. Les HPV sont des virus. On peut se dire, virus, cancer, c'est quoi le rapport ? Eh bien oui, il y a un rapport extrêmement fort. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer dont on sait aujourd'hui qu'il est dû à 100% à l'infection par les papillomavirus. Ce n'est pas tous les cancers, mais celui-là, il est accessible à la prévention par une vaccination, comme d'autres cancers qui figurent sur cette diapositive, qui sont, vous le voyez, des cancers de la sphère anogénitale ou des cancers ORL, qui sont liés soit totalement, comme pour le cancer du col de l'utérus chez la femme, soit partiellement, comme les cancers de la sphère ORL, à des papillomavirus. Donc en vaccinant contre un virus, on prévient des cancers. On prévient des cancers chez les hommes, on prévient des cancers chez les femmes. Ce que vous voyez ici en rouge, ce sont les cancers prévenus. Enfin, c'est le fardeau des cancers liés au HPV chez la femme, en bleu chez l'homme. On voit qu'il y a une dominante de rouge. Il y a plus de cancers qui sont liés au HPV chez les femmes que chez les hommes. Vous avez le chiffre qui figure au-dessous de cette pyramide. En 2018, on estimait qu'il y avait 4600 cancers par an liés au HPV, papillomavirus. Chez la femme, il y en avait 1750 chez l'homme. Vous voyez une grande inégalité de genre pour ce cancer. Et c'est ce qui explique que la vaccination HPV a été, dans un premier temps au moins, uniquement développée, recommandée, mise en œuvre chez les jeunes filles. On a été un des premiers pays, si ce n'est le premier pays en Europe, à introduire ce vaccin dans le calendrier vaccinal. Avant de quitter cette diapositive, je rappelle juste qu'au-delà des cancers, les HPV sont aussi responsables de ce qu'on appelle les verrues anogénitales, qui ne sont pas bien sûr aussi dangereuses que les cancers, mais qui ont un impact très important sur la qualité de vie quand on est atteint. C'est difficile de s'en débarrasser, ça récidive. Donc c'est vraiment également un problème de santé publique. Et là il y a une égalité homme-femme. Donc on n'a pas été à la traîne, loin de là. Dès 2007, la vaccination pour les jeunes filles a été recommandée, mais vous voyez que ça n'a pas eu l'effet escompté. Vous voyez que la couverture vaccinale n'a pas décollé pratiquement. On n'a jamais dépassé, en tout cas dans ces premières années, 30% de couverture vaccinale. Vous voyez même qu'à partir des années 2010, la couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion des jeunes filles effectivement vaccinées, avait même tendance à diminuer. Et ceci dans un contexte d'un écho médiatique à des interrogations, des peurs, des inquiétudes, des suspicions concernant ce vaccin. Suspicions qui, aujourd'hui, on peut le dire, étaient toutes non fondées. On y reviendra, que ce soit sur l'efficacité du vaccin et sa capacité à éviter les cancers, ou sur les effets secondaires du vaccin. Donc, beaucoup plus de peur que de mal, mais ça a eu, bien entendu, un effet délétère sur l'évolution de la couverture et sur la manière dont ce vaccin a été perçu par les professionnels de santé, mais également par les familles et les jeunes filles. Néanmoins, les choses s'améliorent, pas assez vite, très progressivement. Vous voyez qu'on a fini par décoller. On a aujourd'hui plus de la moitié, ça sont des données de fin 2023, donc des données tout à fait récentes,
plus de la moitié des jeunes filles qui ont initié à l'âge de 15 ans la vaccination contre le HPV. Donc c'est mieux, mais vous voyez qu'on est loin de l'objectif du plan cancer français, qui est d'une couverture de 80% des jeunes filles. Mais on espère que la courbe va continuer dans cette même dynamique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2011, 2012 et maintenant? Donc quelques hypothèses que j'ai fait figurer dans cette diapositive sur pourquoi est-ce que finalement on arrive à se sortir de ce marasme vaccinal, si j'ose l'expression. D'abord, un premier élément dont peut-être vous avez entendu parler, c'est cette grande étude, qui est quand même une étude assez exceptionnelle de par sa taille, y compris au niveau international, qui a permis de répondre à cette inquiétude que j'ai mentionnée sur les risques liés au vaccin HPV. Et cette grande étude menée par la CNAM et l'Agence du médicament sur des millions de jeunes filles a permis de conclure à l'absence d'augmentation du risque de maladies auto-immunes après vaccination HPV, donc des données tout à fait rassurantes. Et puis, on a modifié la stratégie de vaccination pour essayer de la rendre plus acceptable, de rendre plus facile, de rendre plus accessible cette vaccination aux jeunes filles. Alors, on a d'abord abaissé l'âge de la vaccination, qui était avant, comme je vous l'avais indiqué, fixé à 14 ans. C'est maintenant entre 11 et 14 ans, et ça, c'est très important. Ça a plusieurs avantages. Ça permet déjà de décorréler l'acte vaccinal avec l'entrée dans la vie sexuelle, qui a été probablement un des aspects qui a nui à l'adhésion à cette vaccination. Et puis surtout, ça a permis une plus grande latitude de capter les jeunes filles dans un recours aux soins, ne serait-ce que parce que, entre 11 et 14 ans, il y a d'autres vaccinations qui sont déjà inscrites dans le calendrier vaccinal, avec lequel on peut associer la vaccination HPV. Ça permet aussi aux pédiatres, qui voient encore quelquefois les enfants à cet âge-là, d'être partie prenante de cette action de santé publique. Autre fait bénéfique, c'est le fait qu'avant, il fallait 3 doses, il n'en faut plus que 2. Ça peut faire que du bien, ça ne peut que faciliter l'adhésion. On a maintenant un vaccin, en particulier le Gardasil 9, dont l'efficacité vis-à-vis de la prévention des cancers du col est encore meilleure que les deux premiers vaccins. Il couvre au moins 90% des HPV qui sont responsables des cancers du col de l'utérus. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a maintenant des données qui prouvent ce qu'on n'avait pas avant, parce qu'il y a un intervalle de temps très important qui se compte en dizaines d'années entre le moment où une jeune fille est infectée par le papillomavirus et le moment où elle va développer un cancer. Et donc pour pouvoir prouver que les vaccins évitent le cancer, eh bien, il fallait attendre le temps nécessaire à ce que les premières jeunes filles vaccinées puissent atteindre cet âge de 40-45 ans et montrer qu'elles faisaient moins de cancer. On a maintenant ce recul, on a des premières données qui proviennent d'Angleterre, du Danemark, de Suède, et qui montrent que la vaccination contre HPV évite près de 90% des cancers du col de l'utérus. Donc on a maintenant des données en virale qui permettent de répondre à tous ces... quelquefois même des professionnels de santé qui disaient qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Oui, ça peut éviter l'infection HPV, mais est-ce que ça va éviter le cancer? Eh bien oui, ça marche. Peut-être l'autre aspect juste qui figurait sur la diapositive précédente, on y reviendra peut-être dans la discussion, et qui a probablement été, même si on n'a pas de données vraiment solides pour le prouver, c'est le fait de passer d'une vaccination ciblée sur les jeunes filles à une vaccination qu'on appelle universelle, c'est-à-dire qui intéresse les deux sexes. Et ça a permis probablement de rendre plus acceptable cette vaccination, de rendre plus équitable cette stratégie et plus compréhensible pourquoi le fait de vacciner contre un virus qui est transmissible, et les jeunes filles se contaminent bien sûr lors de contacts sexuels avec des garçons. Et puis, dernier élément favorable, qui est l'engagement de l'État dans cette vaccination à travers l'annonce, puis la mise en œuvre, qui est maintenant effective, d'une campagne de vaccination en milieu scolaire, dont vous avez probablement entendu parler. Et c'est un peu comme l'obligation vaccinale, le fait que l'État s'engage, eh bien, ça redonne confiance aux professionnels de santé, à la population, sur l'importance de cette action de santé publique. Alors, il faut quand même regarder les choses un peu plus dans le détail, et même si la couverture vaccinale a tendance à augmenter, il reste des préoccupations, en particulier la disparité de couverture vaccinale, la disparité en fonction, par exemple, de la zone géographique. Plus le rouge est foncé, meilleure est la couverture vaccinale. Vous voyez qu'on observe, pour la vaccination HPV, une sorte de
gradient qui va du nord-ouest où la couverture est meilleure vers le sud-est où elle est moins bonne. C'est un gradient qu'on voit dans d'autres vaccinations, pratiquement d'ailleurs dans toutes les vaccinations. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, il y a derrière probablement des questions d'adhésion à la vaccination, qu'il s'agisse de la vaccination HPV ou plus généralement au principe même de la vaccination. Vous voyez qu'on retrouve sur cette diapositive qui reflète les résultats d'enquête sur l'adhésion à la vaccination. Êtes-vous favorable à la vaccination ? On retrouve ce même type de gradient du nord au sud. Mais il n'y a pas que ces facteurs géographiques. Il y a en effet tout un ensemble de déterminants de nature un peu plus socio-économiques, socio-culturels, qui interviennent. Et on a mené plusieurs études dont je vous montre très rapidement les résultats et qui permettent de voir un peu quels sont les déterminants de l'adhésion et de la réalisation de la vaccination HPV. Premier déterminant, le statut vis-à-vis de la couverture sociale. CMUC, c'est la couverture médicale universelle, qui est maintenant la C2S. Et donc, la couverture médicale universelle, c'est quelque chose qu'on accorde à des personnes dont les revenus sont au-dessous d'un certain seuil. Donc, c'est les personnes très défavorisées qui en bénéficient. Et ce qu'on voit, c'est que la couverture vaccinale pour les jeunes filles qui bénéficiaient de la CMUC reste inférieure à celle qui n'en bénéficient pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit que finalement, c'est pas tellement, malgré le prix du vaccin, c'est pas tellement un obstacle financier qui explique la mauvaise adhésion à cette vaccination, parce que quand on a CMUC, on n'a rien à payer, même pas la part complémentaire mutuelle, elle est prise en charge. Et donc on voit bien que ces jeunes filles bénéficiaires de la CMUC, c'est pas pour des questions financières qu'elles ne sont pas vaccinées ou moins bien que les autres. On voit dans la suite une relation très importante entre le fait d'être vacciné et le fait de consulter un gynécologue ou une gynécologue. Vous voyez les différences de 20% de couverture vaccinale. C'est difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un problème, là, cette fois-ci, d'accès financier ? Ça coûte plus cher qu'une vaccination chez un médecin généraliste en secteur 1, pour la plupart des gynécologues. Est-ce que c'est une question d'accès géographique ? Il n'y a pas de gynécologues partout, il y en a de moins en moins. Est-ce que c'est une question d'accès sociologique ? Tout le monde ne fait pas la démarche d'aller voir ou d'envoyer sa fille chez un gynécologue. Ça, ce sont des questions qui restent entières. De même manière, on voit une relation très forte entre le fait d'être vacciné pour une jeune fille et le fait de consulter fréquemment ou non un médecin généraliste. Alors il y a un biais, parce que pour être vacciné, il faut aller voir un médecin généraliste, mais ça dit probablement aussi quelque chose de l'accès aux soins. Et là aussi, est-ce que c'est un accès géographique, financier ou socio-culturel ? C'est compliqué de le savoir. Et puis vous voyez qu'il y a quand même des déterminants purement socio-économiques. Le niveau d'études du parent, plus de 20% de différence selon que le parent interrogé dans cette étude avait un niveau d'études inférieur au bac ou au contraire bac plus 5. La situation financière perçue, vous voyez une énorme différence de couverture vaccinale selon que le parent interrogé disait qu'il était à l'aise financièrement versus pas du tout à l'aise et qu'il était obligé de s'endetter pour s'en sortir. Et l'ancienneté du parent, là aussi des grandes différences selon qu'il s'agisse de parents français de naissance ou non français de naissance, avec derrière des questions sur les aspects culturels, voire les aspects religieux qu'il peut y avoir derrière cette vaccination qui reste quand même associée à l'entrée dans la vie sexuelle. En conclusion, entre guillemets, puisque c'était juste pour pouvoir introduire le débat, qu'est-ce qu'on peut dire ? La situation d'aujourd'hui, elle reste complexe, difficile de comprendre. Quels sont les déterminants qui font aujourd'hui qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qui, comme ça a été rappelé, sont atteints dans d'autres pays, avec des couvertures vaccinales parfois qui atteignent presque les 90% de jeunes filles vaccinées. Quelle est la part respective des facteurs d'adhésion à la vaccination versus des facteurs d'accès géographique, des caractéristiques socio-économiques, socio-culturelles ? Probablement tout ça est assez intriqué, tout ça se mélange. Et c'est très difficile de faire la part. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'on retrouve ces mêmes déterminants, y compris des déterminants socio-économiques ou socio-culturels, dans l'adhésion à la seconde mesure de prévention du cancer du col de l'utérus, qui est le frottis cervico-utérin. Les études qu'on a menées, j'en ai juste cité une, mais elles vont toutes dans le même sens. Ce sont les mêmes déterminants socio-économiques, l'accès à un gynécologue, le niveau de revenus, les zones défavorisées, les zones rurales, qu'on retrouve également dans le mauvais accès, la mauvaise compliance au frottis cervico-utérin.
Et donc ça veut dire en gros, et permettez-moi l'expression un peu triviale, qu'il y a d'un côté, si on simplifie, des populations qui vont bénéficier des 2 mesures de prévention, la vaccination et le dépistage par un frottis régulier, et de l'autre côté, donc qui auront quelque part saturé bretelles, comme on dit, et de l'autre côté, des populations qui vont échapper aux 2 mesures de prévention. Et donc ça, bien entendu, c'est une forte préoccupation parce que on peut dire que finalement, ces interventions, elles sont très bénéfiques quand elles sont utilisées, mais lorsqu'elles ne sont pas, elles creusent les inégalités sociales de santé en matière en particulier de prévention du cancer du col de l'utérus. Alors que, si je reviens sur la vaccination, on sait qu'il y a des stratégies qui ont montré dans de nombreux pays leur efficacité, y compris pour agir sur ces inégalités de santé, et c'est en particulier le fait de proposer d'offrir la vaccination à l'école. Et ça, le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé plaide depuis des années, en particulier sur cette vaccination HPV. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça a été enfin mis en œuvre. Vous voyez, alors c'est des résultats tout à fait, on ne va pas regarder les détails du tableau, mais juste la dernière ligne, ce sont des résultats tout à fait encourageants. La différence de couverture vaccinale pour l'initiation de la vaccination HPV entre septembre 2023 et décembre 2023, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a eu? Les passages des équipes de vaccination dans les collèges, donc pour les jeunes filles concernées par ce collège, vous voyez qu'on a gagné 17% de couverture vaccinale en passant de 38% à 55%, avec finalement... globalement, l'ensemble des régions qui en ont bénéficié, on reste avec cette difficulté que, je ne l'ai pas mentionné sur la carte, que les départements et régions d'outre-mer sont très en deçà en matière de couverture vaccinale et ont finalement moins bénéficié, c'est ce qui figure en bas du tableau, moins bénéficié de cette campagne scolaire. La Corse, avec son côté insulaire, est un peu dans le même cas, mais on voit qu'une région comme par exemple PACA, qui était une région, vous vous souvenez sur la carte, sur l'adhésion et sur la couverture, était finalement... moins bien lotie, ben vous voyez que finalement, elle a aussi bien bénéficié de cette campagne en milieu scolaire. Ce n'est pas uniquement des vaccinations faites en milieu scolaire, il y a eu un effet d'entraînement sur la vaccination de ville. Des parents ont considéré, et on ne peut pas leur donner tort, qu'ils n'étaient pas contre la vaccination HPV, mais qui préféraient le faire dans le cadre du colloque singulier, en étant présent, pour pouvoir poser toutes les questions. Peu importe, l'important, c'est que la jeune fille, finalement, soit vaccinée. Et ce que nous sommes en train de faire, nous avons mis en œuvre à Santé publique France une étude dont on va faire l'analyse dans les prochains jours, c'est de regarder jusqu'où ces résultats tout à fait encourageants d'augmentation de la couverture vaccinale permettent également de dire que non seulement on a amélioré la couverture vaccinale, mais on a aussi diminué le fossé qu'il y avait entre les jeunes filles bien loties et celles moins favorisées, pour voir si, grâce à l'offre en milieu scolaire, gratuite, facilement accessible, on a réduit les inégalités sociales de santé qui existent en matière de vaccination. Merci de votre attention. Merci beaucoup Daniel pour ce propos, somme toute assez rassurant sur la fin. J'ai une question pour Elisabeth qui concerne justement cette capacité à l'information des jeunes publics. Comment on fait pour passer les bons messages? Quels sont les bons messages à faire passer déjà? Et une question à vous tous qui est, vous avez tous parlé d'éducation nationale et on se retrouve quand même coincé avec des politiques qui dépendent des recteurs et qui dépendent d'un ministère qui n'a pas été de toute son histoire extrêmement favorable. Alors sur le plan de l'hygiène et des règles d'hygiène dans les années, on va dire 60, tant qu'il y avait la tuberculose, je me souviens, on vendait encore des timbres contre la tuberculose en faisant du porte-à-porte. Il y avait des campagnes, les instituteurs faisaient des campagnes pour le lavage des mains et tout ça. On a vu que pendant la Covid, il a fallu reprendre toute cette éducation. Comment on peut mobiliser cette éducation nationale qui reste un peu une sorte de grande muette par rapport à ces questions qui sont des questions absolument essentielles? Alors, moi, je ne suis pas sûre, Olivier, d'avoir réponse à toutes ces questions, hein, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, à mon avis, et dont certains, je suis particulièrement incompétente pour pouvoir les analyser et encore plus y répondre. Néanmoins, à travers ce que j'ai entendu ce matin, qui était tout à fait passionnant, je trouve qu'il y a quand même des leviers d'action qui peuvent exister. Alors, évidemment, Richard a eu tout à fait raison d'insister, à mon avis, sur tout ce qui concerne la prise en charge de l'environnement qui est corollaire à l'instruction des enfants en milieu scolaire, puisqu'il y a quand même aussi des éléments à faire passer de vie
en société, donc c'est ce qu'on appelait auparavant l'instruction civique qui a changé de nom, donc il n'y a pas que l'instruction, apprendre à lire, compter et écrire, mais il y a aussi un certain nombre d'éléments importants à faire passer dans le milieu scolaire, dont la santé. Et ça, d'ailleurs, au sein de l'Académie, il y a des groupes de travail aussi qui actuellement travaillent à essayer de faire des propositions à l'Éducation nationale pour que dans les programmes puissent être infusés un certain nombre d'éléments de base de façon à ce que nos concitoyens, quel que soit leur âge et leur sexe, puissent avoir déjà au cours de leur parcours scolaire des éléments d'information précieux pour maintenir au meilleur de leurs possibilités leur santé. Donc des connaissances de base, des informations de prévention, comme ce matin on vient de les évoquer, en particulier chez les plus jeunes qui sont tout à fait ouverts à tous les messages. Il suffit qu'ils soient dans à mon avis, des circuits qui soient de toute façon validés, ça c'est sûr, mais aussi qu'ils soient interactifs dans leur propre milieu, que ce ne soit pas des choses qui leur viennent de droite et de gauche et qui ne seraient pas validées. Je crois aussi, et les deux Daniel, si j'ose dire, ont insisté sur ce point, me semble-t-il, c'est qu'il y a un problème, et Marie-Rose aussi, Marie-Rose Moreau, le problème de l'écoute. Et ça, je trouve que c'est un problème fondamental dans l'environnement général de ces enfants, où effectivement tout le monde est très occupé, tout le monde est dans sa ligne de nage, que ce soit les parents ou les enfants et les professionnels qui les encadrent ou qui ne les encadrent pas. Néanmoins, il y a effectivement le côté de la prise en charge de ce que disent les ados quand ils ont le temps de glisser des choses, au sein de leur famille, au sein de leur milieu scolaire, puisqu'essentiellement c'est ça qui occupe la plus grande partie de leur temps, ou leur milieu extrascolaire. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Il y a un bras de levier qui est politique, je pense que c'est ce que vient d'illustrer très bien Daniel avec le verrou qui est sauté sur la prise en charge et le coût de cette vaccination qui a des bénéfices évidents et qui sont pour le moment encore qui étaient mal perçus ou pas assez bien et les déterminants que Daniel a indiqués sont tout à fait fondamentaux pour essayer de comprendre pourquoi il y a des réticences, il a extrêmement bien noté, et le fait que les pouvoirs publics prennent à bras-le-corps un sujet dont on pense qu'il est d'intérêt de santé publique, c'est fondamental. On voit bien que l'initiative personnelle peut se heurter à un certain nombre de déterminants qui sont factuels, puisque dans la population, tout le monde n'a pas les mêmes revenus, tout le monde n'a pas la même formation, et c'est au pouvoir public de faire face à cette inégalité. Enfin, quelque chose qu'on n'a pas abordé avec les ados en ce moment, enfin jusqu'à présent, mais qui est quand même très présent chez eux, c'est les réseaux sociaux. Et moi, je suis assez convaincue du fait que accéder à des informations de qualité par les réseaux sociaux qu'utilisent ces adolescents pourrait être aussi une approche, alors évidemment avec toujours la validité, la conformité scientifique, le sérieux, etc., pourrait tout à fait être utilisé non pas pour essayer de s'introduire et de s'immiscer dans la vie de ces adolescents en tant que des poissons pilotes, mais je pense qu'il serait peut-être intéressant d'envisager des outils de diffusion de l'information qui soient des outils pertinents, validés et utiles, qui soient faits dans un langage que les ados apprécient, dans un environnement de réseaux sociaux que les ados utilisent, de manière à faire passer aussi des messages. Alors, je pense que ce n'est pas forcément évident. Moi, j'ai vu des tentatives dans d'autres domaines pour approcher des niches, entre guillemets, de population, mais je pense que ça peut être aussi une idée. Mais enfin, je demande aux spécialistes et aux experts ce qu'ils en pensent. Parce qu'il me semble que c'est une voie d'approche qui, on le voit pour un certain nombre d'aspects, peut être le pire pour certains adolescents, avec des informations qui sont de mauvaise qualité, mais aussi le meilleur. Les réseaux sociaux et Internet, ce n'est pas forcément que pour le pire. Voilà, moi je pense qu'il y a peut-être une voie là à explorer. Alors sur le rôle de l'éducation nationale et comment la booster un peu, la rendre encore plus positive, parce que s'il faut qu'à chaque fois le président de la République se mobilise pour faire en sorte qu'on déclenche quelque chose dans les lycées, je dirais le pauvre, il a peut-être d'autres choses à faire en ce moment que de lancer des grandes campagnes à chaque fois. Donc il va falloir quand même que l'institution éducation nationale se bouge toute seule, ou plutôt se bouge pas toute seule, se bouge justement en conformité avec les professionnels de santé, et puis en conformité aussi avec les attentes de la société. Et je crois qu'on reviendra justement sur l'écoute de la plainte
par la société dans la dernière vidéo qu'on a avec Marie-Rose Moreau. Mais vous, comment vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de faire bouger cette institution et la rendre encore plus efficace sur le plan de la santé publique? Moi, je peux juste en restant dans le petit domaine qui est celui de la vaccination, dire que le mot qui a été utilisé de verrou me paraît tout à fait correspondre à la réalité. Il y avait un blocage au niveau de l'éducation nationale, c'est un secret pour personne. Il était lié à des événements un petit peu anciens, la vaccination contre l'hépatite B qui avait laissé quelques traces. La vaccination HPV qui a été mise en place à la demande du président de la République, qui a un petit peu bousculé l'éducation nationale. Pour l'éducation nationale, c'est un petit peu un test. Si aujourd'hui le bilan qu'ils en tirent, c'est que finalement ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de remontée négative du terrain, des parents, des professionnels de santé, bref, si tout le monde s'accorde sur un constat que finalement tout le monde y a trouvé son compte, et surtout les jeunes gens et les jeunes filles, je pense que ce verrou, on peut considérer qu'il est définitivement ouvert. Voilà, restons optimistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan est plutôt positif. Je voudrais faire une petite remarque sur l'éducation nationale, parce que je ne vais pas dire que je vais prendre leur défense, mais je suis très surpris depuis que je suis à l'Académie de médecine, à chaque fois qu'on fait des rapports, que ce soit les écrans, que ce soit les conduites à risque, que ce soit l'HPV, on dit il faut que ça se passe à l'école. Et effectivement, tout doit se passer à l'école. Et je crois que la réponse qu'on a eue quand moi j'ai rencontré M. Blanquer à l'époque, c'est que, oui, à l'école, mais est-ce qu'on peut tout faire à l'école? Parce que le temps est compté. Ça, c'est une première remarque que je voudrais faire. Et la deuxième remarque s'adresse peut-être à vous, Daniel Lévy-Bruun, c'est un choix aussi français, c'est-à-dire qu'on a dit que la vaccination, et bon, vous savez que c'est l'histoire d'Aquitaine, Belle-Haute, que M. Macron a visité le Nord-Aquitaine, etc. Donc la vaccination a été en milieu scolaire, mais on a gardé une attitude qui est très logique et qui est très satisfaisante dans notre pays, c'est-à-dire que c'est quand même un espèce de consentement, c'est-à-dire que ce n'est pas une vaccination systématique des enfants à l'école. Donc ça, c'est important, parce que ce n'est pas comme ça dans tous les pays, si vous voulez. C'est exactement la même chose que le don d'organes, etc. Si on ne refuse pas ou si on refuse. Donc là, ça, c'est une autre démarche. Et c'est une démarche qui est très légitime. Et là, c'est vous qui allez me répondre. C'est-à-dire, c'est ce problème de la vaccination obligatoire. Et c'est la différence des 11 vaccinations de l'enfant, où là... et puis dans mon époque, on ne passait pas son service militaire quand on n'était pas vacciné contre le tétanos et on n'avait pas le droit, on ne rentrait pas à la fac même si vous voulez. Bon, on avait, je suis désolé de rappeler des choses anciennes, on avait le BV pour se marier. Bon. Donc il y a une qualité de notre pays qui est ce choix et cette prise en charge de l'individu de sa santé, mais qui pose parfois un problème. Alors, j'aimerais même avoir votre réponse, parce que je sais que dans des pays européens, donc avec le même niveau culturel que le nôtre et le même niveau de pensée comme le Portugal et autres, ils ont atteint des seuils de vaccination beaucoup plus élevés. Et je ne me suis jamais vraiment penché sur l'aspect, justement, obligatoire ou parallèle, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information là-dessus? De manière très factuelle, aucun pays, à ma connaissance, n'a rendu la vaccination HPV obligatoire, y compris ceux qui ont atteint des niveaux de couverture vaccinale de plus de 80, voire quelquefois 90%. Donc ça pose la question de la culture de prévention dans ces pays, qui est beaucoup plus ancienne, qui est beaucoup plus ancrée, de l'habitude de vacciner à l'école. Moi, j'étais en Espagne, justement, dans une région où ils atteignent des taux de vaccination de 90%, pour voir un petit peu comment ils y arrivent. Mais ma question même les interpellait, mais il n'y a pas de problème, c'est évident. On a toujours vacciné à l'école, on n'a jamais de parents qui s'inquiètent du fait qu'on va vacciner leur enfant à l'école. Il n'y a aucune question autour de la vaccination à l'école, autour de la vaccination HPV. Et donc, voilà, on a, nous, un héritage qui va bien au-delà de la vaccination sur des crises sanitaires, voire quelquefois des scandales sanitaires qui ont jeté un peu le discrédit sur les politiques publiques en matière de santé, dont on essaye aujourd'hui de ressortir. Bon, on a eu quelques rechutes un peu malheureuses, donc on est un petit peu dans une situation où on doit continuer à se battre contre quelque chose qui n'est pas acquis, comme dans certains pays où on fait confiance à la politique publique en matière de santé et en particulier en matière de vaccination. La question de savoir s'il faudrait un jour rendre la vaccination HPV obligatoire, je pense qu'elle est sur la table. Oui, parce que je voudrais rajouter aussi, M. Lévy-Bruun n'en a pas beaucoup parlé, je suis désolé de là. J'allais dire, pas vulgairement, mais n'oublions pas l'anus. Parce que je signale quand même que 93% des cancers de l'anus de la femme sont liés à l'HPV.
et qui est une chose qui est vraiment ce serait une révolution de vraiment. Et la deuxième remarque, si vous me permettez, c'est plus pour le grand public, c'est bien, vous avez utilisé l'information, le mot ceinture et bretelles pour la vaccination et les frottis. C'est quand même pas la même chose parce que c'est pas le même élément temporel. Je crois qu'il faut rappeler au grand public que c'est pour ça qu'on continue les frottis, puisque l'efficacité d'une vaccination, ça sera dans 10-20 ans. Et c'est pour ça qu'on a les vrais, M. Lévy-Boul l'a bien dit, c'est qu'on a maintenant seulement les résultats des campagnes de vaccination, notamment en Australie, dans les pays scandinaves, parce qu'ils ont maintenant un recul qui dépasse 10-20 ans. Et ça me permet même de faire une riposte contre les antivax qui ont dit qu'au moment du début de la vaccination, le taux de cancer du col avait augmenté. Mais ce n'est pas possible, puisque si vous voulez, il y a un lien entre l'instant T0 où on est contaminé par le virus et l'instant T du cancer qui est au moins de 15 voire 20 ans. Ça, c'est très important à retenir. Et ma dernière remarque, j'aimerais bien avoir l'avis de Santé publique France là-dessus, c'est rendre la vaccination finalement comme l'a fait l'Académie, enfin comme l'a évoqué l'Académie de médecine récemment, au-delà de 15 ans et peut-être aller... Parce qu'on a montré que d'abord il y avait des virus qui étaient différents, qui donnaient le cancer du col, et donc peut-être qu'une vaccination même à 25 ans, 26 ans, et qu'on a montré par des très belles études que la génomique, le génome du virus qui induit le cancer n'est peut-être pas nécessairement le même quand on a une contamination après 20 ans ou après 30 ans. Et donc, c'est peut-être pas idiot finalement d'accepter que cette vaccination devienne non seulement universelle comme on l'a fait pour les filles et les garçons, mais devienne peut-être plus largement diffusée, parce qu'on était parti sur une idée qui a expliqué peut-être, vous l'avez très bien dit, vous avez des moments, cette connotation sexuelle. On est parti d'une idée qui était fausse en fait, qui était semi-fausse, c'est-à-dire qu'il fallait absolument vacciner avant la première contamination par le virus. C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux, puisqu'on sait que, heureusement, 90% des femmes qui sont contaminées, leur virus va s'en aller. Et là, je me tourne vers la gynécologue, elle le sait bien. Absolument. Le problème, si vous voulez, parce que le cancer, c'est pas... Je ne l'ai pas la veille et je l'ai le lendemain. Je suis désolé de redonner cette information pour le grand public. Et Olivier, tu m'excuses de parler un petit peu, mais je crois que c'est très important à comprendre. Vous êtes contaminé par un virus et fort heureusement... ce virus va partir dans plus de 90%. Il y a ce qu'on appelle une clairance du virus. Mais dans certains cas, il reste. Voilà, ça, c'est très important à comprendre. Et j'ajouterais, cela explique qu'effectivement, dans les recommandations pour faire des frottis, il ne faut commencer finalement cette prévention par les frottis qu'à partir de 25 ans. Parce qu'en fait, si on la commence avant, il va y avoir énormément de positifs, énormément d'anomalies, et alors que ces anomalies, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vont partir, et donc vont rester à 25 ans finalement, les anomalies qui vont peut-être se poursuivre, et qui pourraient être effectivement des virus à haut risque. Donc, parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, d'une part, la vaccination qui ne commence qu'à 25 ans, alors que finalement, les premiers rapports sexuels, c'est autour de 17 ans. Et puis aussi, autre chose que les femmes ont beaucoup de mal à comprendre, c'est pourquoi on s'arrête à 65 ans. Puisque dans le cadre de la vaccination, de la campagne de vaccination, ça s'arrête à 65 ans. Et là aussi, il faut absolument donner l'explication de cet arrêt. Pourquoi est-ce qu'on arrête ? Oui, la temporalité dans cette maladie est très importante. Juste très rapidement, je suis d'accord avec vous, et en même temps sur le fait qu'on peut vacciner à n'importe quel âge tant qu'on est dans une activité sexuelle active, mais il faut quand même garder à l'esprit que plus on vaccine tard, moins le vaccin sera efficace, parce que plus la probabilité d'avoir déjà été infecté par un ou plusieurs, puisqu'il y a plusieurs HPV qui sont susceptibles de provoquer des cancers. Donc plus la probabilité qu'on arrive trop tard augmente. Et donc l'idéal, ça reste quand même de vacciner entre 11 et 14 ans, parce que là, on est sûr d'arriver avant la première infection HPV, on est sûr d'avoir l'efficacité maximum. La question de savoir jusqu'à quel âge, parce que pour l'instant, ce n'est recommandé, a priori remboursé que jusqu'à 19 ans, la question d'augmenter cet âge au moins jusqu'à 26 ans, puisque c'est ce qui est fait par exemple chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, elle est sur la table également.
Et la Haute Autorité de Santé, qui est compétente en la matière, puisque c'est elle qui fait les recommandations au ministre concernant la politique vaccinale, s'est saisie de ce dossier. Donc d'ici quelques mois, on devrait avoir de nouvelles recommandations. Mon commentaire, si vous voulez, c'est que même pour le grand public, et je pense qu'Olivier, qui a l'habitude des débats, sera tout à fait d'accord, c'est compliqué de comprendre que si j'ai des relations homme avec homme et que je ne les ai pas, on change les dates, etc. Je trouve que, si vous voulez, ça a expliqué même au début, vous l'avez très très bien dit, c'est-à-dire au début, il y avait cette connotation sexuelle, mais si j'ai déjà eu mon rapport, je ne vais pas faire mon vaccin. Donc je pense que de simplifier... Alors après, il y a un problème très important qu'on n'évoque pas ici, mais qu'on devrait évoquer, c'est le coût-bénéfice, puisqu'on est quand même dans un pays où, en principe, il y a interdire la vaccination et il y a la payer, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, si vous voulez, pour une politique de santé publique, et je n'ai pas à faire le choix du ministre de la Santé, mais c'est vrai que c'est un problème très très clair de coût-bénéfice. Si vous remboursez l'ensemble de la vaccination, est-ce que le bénéfice pour le pays, c'est un peu brutal de dire ça comme ça, mais c'est un vrai problème de santé publique que connaît très bien aussi Elisabeth dans les préventions, etc. Moi, je voudrais poser une question à Daniel en ce qui concerne les adolescentes. Daniel, vers Elisabeth, oui. dans le micro. Ah oui. Merci. Donc une question pour Daniel. Vers quel type, enfin deux questions en fait. Vers quel type de contraception les jeunes adolescentes, enfin les adolescentes, elles sont jeunes par définition, se tournent-elles actuellement? Puisque tu nous as dit que la contraception hormonale, elles étaient... Quand elles commencent leur activité sexuelle, leur vie sexuelle, c'est vrai que le plus simple, c'est souvent de démarrer par la pilule. Mais très rapidement, compte tenu de ce que j'ai dit par rapport au désamour des contraceptions hormonales, elles passent beaucoup maintenant au dispositif intra-utérin, le stérilet. Et c'est vrai que cette histoire du stérilet était quand même une histoire incroyable. C'est qu'on avait établi que cette contraception, le DIU, était à haut risque d'infection, donc à haut risque d'infection, ce qui signifiait au risque d'infertilité, ce qui effectivement était tout à fait dramatique pour des jeunes. Or, toutes les études, et ceci depuis des études de 1992, donc très anciennes, qui ont été faites par l'OMS, montraient qu'en fait, il n'y a pas de risque infectieux quand on met un DIU ou quand on porte un DIU. Donc, ça a mis beaucoup de temps, en particulier du côté des femmes, mais aussi des professionnels de santé, pour leur faire accepter cette donnée qui est scientifiquement validée. Le DIU, il n'y a pas de contre-indication quand on est nullipare, quand on n'a pas eu d'enfant. C'est un excellent moyen de contraception. Alors, je dois dire que, comme en plus on a un DIU qui est non hormonal, le DIU au cuivre, quand c'est possible, bon, il y a parfois quelques contre-indications ou quelques contraintes, eh bien, c'est souvent vers cela maintenant qu'elle se dirige, d'autant plus que des études ont vraiment montré que si on veut éviter des grossesses non prévues, ce sont les contraceptions de longue action, c'est-à-dire le DIU et l'implant contraceptif, que l'on peut laisser pendant 3 ans, qui sont quand même les plus efficaces. Voilà. Alors après, oui, il y a des jeunes femmes, même des très jeunes, qui vont, alors en utilisant justement ce que tu disais, Elisabeth, en utilisant beaucoup d'applis sur Internet, qui vont utiliser des contraceptions dites naturelles. Voilà, je pense que là, c'est à entendre aussi. Elles ne veulent pas d'autres contraceptifs. Pourquoi pas? Simplement, alors, les professionnels de santé doivent les informer comment ça fonctionne. Parce qu'une étude américaine avait montré que les applis, pour la majorité d'entre elles, disaient de grosses bêtises sur le moment de la fertilité. D'autant plus qu'on n'a pas toujours des cycles de 28 ou 30 jours, donc une ovulation au 12-13e jour. Donc effectivement, une efficacité qui est moins bonne. Mais il y a des couples qui s'en sortent très bien avec cette méthode de contraception. Donc, quand cette jeune femme demande effectivement ou dit qu'elle préfère une contraception naturelle, eh bien notre boulot, c'est de les informer, de dire comment ça marche. Voilà, vous avez des cycles de temps, alors il faut mieux faire attention de telle date à telle date. Si vous êtes vraiment prudent, il faut mettre des préservatifs. Le retrait, c'est quand même une très mauvaise méthode de contraception, il faut le dire, hein. Et donc, à ce moment-là, ça peut fonctionner. Je pense que ce qu'il faut avoir dans l'idée aussi, c'est que les contraceptions, ça se change. Ça se modifie en fonction de là où elles en sont dans leur vie. Une contraception naturelle, c'est peut-être entendable à un moment où finalement, si un enfant arrive, c'est très bien.
Et puis, évidemment, à 17-18 ans, elles ne veulent pas, en général, de grossesse. Donc, et puis, elles sont hyper fertiles, quand même, à cet âge-là, hein, aussi. C'est tout à fait la même chose qu'à 35 ans. Donc, voilà, c'est une espèce d'adaptation. Et nous, on doit suivre cette adaptation en fonction de leur vie. Et quid des maladies sexuellement transmissibles? Alors, quid des maladies sexuellement transmissibles? Là aussi... on sait très bien que la prévention, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est complexe, la prévention. C'est pareil que pour le vaccin. La prévention, ça veut dire se projeter vers l'avenir. Or, quand on a toute une série de soucis, on ne se projette pas vers l'avenir. Donc, effectivement, pour les IST, c'est un vrai problème. Alors, après, c'est la discussion. On commence avec un préservatif, puis on abandonne le préservatif. On fait les tests, et puis si on a un nouveau partenaire, on reprend le préservatif. Mais c'est vrai qu'il y a ainsi quelques échecs et des maladies sexuellement transmissibles. Hein. Il y a quand même... Vous avez évoqué également le préservatif féminin. Est-ce que vous pouvez vous donner votre expérience? Parce que moi, je ne veux pas utiliser personnellement le préservatif féminin, mais c'est quand même, je ne sais pas si le grand public sait ce que c'est qu'un préservatif féminin, mais ce n'est pas quelque chose de très... Est-ce que les jeunes couples osent utiliser le préservatif féminin ou c'est une vue de l'esprit d'ingénieurs et de concepteurs? C'est pas une vue de l'esprit, mais enfin, c'est pas très sexy quand même, il faut le dire. Hein. C'est dommage, on n'a pas... On n'a pas de photo, on aurait dû en amener un. C'est vrai que peu de gens connaissent. Alors, c'est une méthode qui a beaucoup été utilisée en Afrique auprès des travailleuses du sexe, hein, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études plutôt en Afrique sur cette population-là. Actuellement, peu de gens l'utilisent. C'est relativement contraignant, probablement plus que le préservatif masculin, mais ça a l'avantage de laisser le contrôle à la femme. Voilà. Contrairement au préservatif masculin, qui pose, où beaucoup d'hommes refusent de le mettre, là, en tout cas, c'est une contraception et surtout une excellente prévention des IST, des infections sexuellement transmissibles, qui laisse le contrôle à la femme, et donc gros avantage. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, excuse-moi Olivier, très rapidement, combien y a-t-il de grossesses chez les adolescentes actuellement? Oui, alors j'en ai pas parlé parce que j'avais un temps relativement court. Alors actuellement, en ce qui concerne les grossesses chez les adolescentes, il y a de moins en moins de grossesses menées à terme chez les adolescentes. Il y a à peu près 50 000 IVG entre 15 et 19 ans. C'est un chiffre qui est plutôt en baisse depuis une bonne dizaine d'années. Alors, vous allez me dire, c'est toujours trop, pas très agréable de commencer sa vie comme ça, mais c'est plutôt un chiffre qui est en baisse. Alors, ce qui est intéressant et ce qui a changé, c'est que la propension à avorter, c'est-à-dire le fait d'avorter quand on a une grossesse non prévue, quand on a entre 15 et 19 ans, est de plus en plus forte. Et plus on est jeune, plus on décide d'avorter. Actuellement, quand on a 15 ans et qu'on se retrouve enceinte, 90% des grossesses sont interrompues. Donc, après... Alors, c'est vrai que les grossesses d'adolescentes, c'est quelque chose qui est toujours très difficile et très mal vu. C'est vrai que ce n'est pas vraiment l'âge raisonnable dans notre société pour avoir un enfant, mais il faut quand même bien dire, pour en avoir vu un certain nombre en obstétrique, que ce sont quand même ces grossesses chez des très très jeunes, dans des contextes quand même affectifs, sociaux, complexes, avec des pères qui, au bout de 2 ans, ne sont plus présents. Donc des interruptions de leur scolarité, donc quand même l'entrée dans une précarité sociale, voire affective, mais on peut considérer qu'il y en a de moins en moins. En tout cas, des grossesses qui sont gardées. Après, il y a chez les adolescentes parfois, et c'est peut-être pour ça que les grossesses sont gardées, des dénis de grossesse. C'est-à-dire le fait que finalement, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes, et quand elles arrivent, il est évidemment trop tard pour une interruption de grossesse. Encore qu'il y a quelques interruptions thérapeutiques de grossesse. Dans le cas de ces très jeunes adolescentes, on arrive à obtenir effectivement des interruptions thérapeutiques de grossesse parce qu'il y a un risque, effectivement, pour la jeune fille et pour son psychisme, en tout cas. Alors, je vais malheureusement être obligé de reprendre la main parce que les débats sont passionnants, mais on a encore une dernière vidéo que nous a préparée Marie-Rose Moreau.
justement sur la façon dont la société se positionne par rapport à la plainte des jeunes filles. Et je trouve que son intervention est très éclairante sur les mauvaises façons que l'on a de ne pas savoir écouter. Ensuite, un élément important concerne la société. La société et la manière qu'a la société de voir les jeunes gens. Les jeunes gens sont les adultes de demain. Ce sont ceux qui vont faire le monde d'aujourd'hui, déjà ils y participent, et de demain. Et lorsqu'on s'interroge dans les études et dans la vie sur comment ça se fait qu'en France, nous avons un taux tellement élevé de souffrance chez les jeunes et que ce taux est plus élevé que dans d'autres sociétés très proches, l'Espagne, l'Italie ou les pays du Nord comme la Finlande, le nord de l'Europe. Comment ça se fait que nous avons des taux si élevés de souffrance et que ces taux augmentent ces dernières années? Et qu'en plus, à l'intérieur de ces taux, il y a plus de filles que de garçons sur un certain nombre de pathologies de santé mentale. Alors, on s'est beaucoup interrogé ces dernières années. On a pu voir un certain nombre d'éléments qui appartiennent à la société et donc à nous, les professionnels, qui est le fait que la société française a une vision particulièrement négative du futur, des jeunes, de leur engagement, de leur vie, du fait que demain, pour eux, sera moins bien qu'aujourd'hui. Et globalement, la société, les adultes donc de la société française voient les jeunes comme une sorte, elle n'est pas très bienveillante, elle n'anticipe pas de manière positive, ni en termes d'ascenseur social, ni de demain, d'action, de société qui serait bienveillante. Alors bien sûr, il y a des tas de risques, mais la société, les risques écologiques, les risques de la guerre, il y a beaucoup de risques qui pèsent sur la société. Mais le fait que les adultes voient négativement ces jeunes gens, eh bien, et que les professionnels, sans doute aussi, participent de cette vision négative. Moi, je dis souvent, on n'aime pas assez les jeunes, les adolescents. Eh bien, c'est sans doute un élément qui fait que les adolescents eux-mêmes ont du mal à faire ce saut, ce passage, et à anticiper leur rôle de manière positive, se voir comme des adultes heureux dans un monde sur lequel ils vont pouvoir agir et un monde bienveillant. Alors, si on repasse maintenant à cette question justement sur la façon dont la société accueille la plainte, j'aimerais que vous nous donniez à chacun votre point de vue par rapport à ce que vient de nous dire Marie-Rose Moreau sur cette acceptation de la plainte, cet accueil de la plainte même qu'on peut avoir ou ne pas avoir, et souvent visiblement on ne l'a pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être proposer pour faire en sorte de rétablir un dialogue qui soit bienveillant et constructif comme elle le souhaite? Daniel. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste fondamental, j'ai déjà dit, c'est la formation des professionnels à l'éducation, évidemment, de l'éducation, effectivement, mais aussi des professionnels de santé, parce que je pense que c'est vrai qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances et aussi de façon d'être vis-à-vis des adolescents. On ne reçoit pas un adolescent ou une adolescente comme on reçoit une personne plus mature. Et donc, il faut connaître effectivement ce qui se passe pour les adolescents, et ça permettra une meilleure écoute et surtout de mieux dépister effectivement avant que ça soit plus grave les troubles dont souffrent ces adolescents. Il faut pas... vous savez, c'est comme quand un enfant tombe, il ne faut pas lui dire « c'est rien », parce que c'est pas rien, en fait, de tomber, même s'il ne s'est pas fait mal.
ça veut dire qu'il a souffert. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été bon pour lui. Pour les adolescents, c'est pareil. À chaque fois, alors c'est plus ou moins grave, hein, bien évidemment, mais il faut entendre toute plainte et se dire que oui, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne souffre pas. Daniel, oui, excuse-moi. Je voulais te poser une question aussi, Daniel, qui corollaire à ce que tu viens de dire, qui est le fait que, je crois savoir, est-ce que tu pourrais donner peut-être au public qui nous écoute des éléments peut-être en termes de petits livres, livrets d'informations pour les patientes, les jeunes adolescentes. Est-ce que des supports en fait qu'on pourrait faire pas une promotion ici particulière, mais je crois qu'il existe un certain nombre de petits... Je crois qu'il faut se référer aux bonnes associations. Il y a des associations, par exemple, comme le CRIPS, qui a de très très bonnes brochures. Il y a des associations comme le Mouvement français pour le planning familial. Il y a le site du gouvernement français. Alors, l'histoire, c'est de tomber, ça c'est tout le problème des réseaux sociaux, hein, de tomber sur les bons sites et pas les mauvais sites qui donnent des informations totalement délirantes ou totalement ou idéologiquement très, très marquées. Mais ce sont des associations, effectivement. Dans le site du gouvernement, il y a effectivement la liste des associations qui sont fiables, qui donnent de bonnes informations. Alors Daniel, sur cet accueil de la plainte par la société. Moi, je ne suis pas compétent, je peux juste parler dans mon domaine, qui est celui de la communication qu'on peut avoir avec les adolescents sur la vaccination. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'est occupé que des adultes. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des vaccinations à tous les âges de la vie. Il y a des nouvelles vaccinations qui arrivent pour les adolescents, la vaccination contre une infection à méningocoque qui vont être proposées dans les prochains mois, qui est un progrès très, très important pour éviter des maladies qui peuvent être dramatiques. Donc, de plus en plus, on commence également à essayer d'imaginer des manières de communiquer avec les adolescents. Il y a des études auxquelles on a contribué qui ont interrogé des adolescents concernant cette fois-ci la vaccination HPV sur c'est quoi les messages qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas. Par exemple, si on dit à un adolescent la couverture vaccinale en France elle est insuffisante, ce n'est pas du tout motivant. Si on lui dit dans d'autres pays il y a 8 ou 9 adolescents sur 10 qui sont vaccinés, ça par contre ça le motive beaucoup plus. Voilà, c'est juste un des résultats, mais il y a pas mal de résultats de ce type qui permettent d'orienter la manière de communiquer. Puis on a en tout cas, je vais faire un petit peu de réclame. Santé publique France a mis en place un site d'information destiné au grand public et puis aussi un destiné aux professionnels de santé qui est ouvert à tous. Et j'invite tous les adolescents qui se posent des questions parce que quand on a 11 ans et à plus forte raison 14 ans et qu'on doit, avec ses parents, décider de se faire vacciner ou non, on a son mot à dire. Et donc sur ce site qui s'appelle Vaccination Info Service, on peut trouver la réponse à presque toutes les questions qu'on se pose, qu'on soit adolescent ou parent d'adolescents, sur les vaccins et en particulier, en l'occurrence, sur vaccination HPV. On peut même laisser d'ailleurs les adolescents créer des supports. Et il y a un support qui vient d'être créé sur la méningite par une classe, un lycée, qui a été d'ailleurs coaché par le docteur Hervé Haas dans le sud de la France et qui a fait un spot sur tourner avec les adolescents et avec un sportif de haut niveau qui va participer aux Jeux paralympiques. Mais c'est la propre parole des adolescents qui s'expriment justement sur cette pathologie. Richard, un mot de conclusion ? Et puis ensuite, on laissera la grande conclusion. J'allais demander à toi, qui as l'habitude des sociologues, je voulais savoir si au fil des années, si on reprend l'histoire, il me semble que la relation parent-enfant, société, enfant, adolescent, puisque c'est ce que vient d'évoquer Mme Moreau, de toute façon je trouve très très intéressant, a été, si tu veux, très distante au début du XXe siècle. Les parents, les enfants étaient dans un coin, etc. Ensuite, je crois qu'il y a eu cette grande période de la liberté qu'on a critiquée même, et on voit les affaires de la famille Kouchner, les relations, les enfants, tout le monde participe, etc. Et puis, est-ce que maintenant, toi qui vois beaucoup de sociologues, tu crois qu'il y a à nouveau une distance entre les parents et leurs enfants, c'est-à-dire que chacun vit de son côté, et je ne sais pas du tout comment a évolué la société, je n'ai jamais fait d'études. Je crois qu'on est sur des modèles qui sont des modèles extrêmement différents, quand on discute avec les différentes personnes qu'on peut rencontrer, avec des familles qui sont hyper, on va dire... soudées. Mais non... Fusionnelles. Fusionnelles, avec un côté presque contraignant
comme si on avait mis de la ouate autour de... Et puis des familles qui n'ont aucun contrôle sur un certain nombre de choses qui sont des choses importantes de la structuration de la pensée de l'adolescent et du jeune, et qui sont dans un abandon quasiment total de tout schéma d'autorité, par exemple, plus les nouvelles méthodes d'éducation. Post-68 art, on peut le dire. Post-68 art, oui, qui s'appelle l'éducation positive en particulier. Positive pour les parents et les enfants, très certainement, mais quand vous êtes dans un wagon SNCF, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça, c'est autre chose, c'est pour l'anecdote. Mais où on a une sorte Moi, je crois que ce qui transparaît à l'heure actuelle, c'est la multiplicité des genres avec lesquels les familles fonctionnent. Et il n'y a pas ce modèle familial tel qu'il existait auparavant. Il a complètement éclaté au profit de différentes tribus, différentes communautés qui fonctionnent de manière totalement différente. Et ça retombe aussi, si tu veux, pour écouter la plainte. S'il n'y a pas ce lien entre les générations et la société, etc., la plainte est moins écoutée, je pense. C'est certainement. Et ils vivent dans leur environnement. Alors, peut-être que là, et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Daniel Assoun, c'est-à-dire, on parle évidemment des épiphénomènes. Heureusement, la société ne va pas si mal. Je crois que je voudrais qu'à la Fondation, on note parfois des optimistes quand même. Voilà. Je pense qu'on se plaint beaucoup en France. Ouais, j'allais terminer là-dessus, oui. moi, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce que dit Marie-Rose Moreau, moi, je trouve ça très interpellant. C'est-à-dire qu'on est dans une société, globalement, où je pense que les enfants reflètent ce qui se passe avec les parents, d'une manière générale. Alors, c'est sûrement pas la majorité, que les enfants se plaignent, etc. Mais il y a une très grosse plainte de la population générale en France, malgré un certain nombre d'acquis. Il y a encore des progrès à faire. Mais c'est notoire, je reviens d'un pays où on vit vraiment pas dans les mêmes conditions qu'en France, et où il est notoire que les touristes français se plaignent tout le temps, de tout. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des baromètres sur la santé mentale et sur comment dire, la vision qu'ont les Français de leur avenir, etc., et qui sont extrêmement négatifs. Et on peut comprendre que les enfants vivant dans un monde où les parents sont inquiets de beaucoup de choses, à tort ou à raison, parfois à tort, mais parfois aussi à raison, bien évidemment, ils soient dans une ambiance où, effectivement, il y a quand même un bain de négativisme qui est propagé dans la population, en particulier en France, qui est tout à fait étonnant parmi les autres pays européens de niveau socio-économique et culturel équivalent. Donc je pense que nos enfants et nos adolescents sont le reflet exact de ce que nous leur donnons à voir et à entendre, et que c'est une manière, quand on s'intéresse à ces adolescents, d'essayer de reprendre ses propres pratiques et de réviser sa propre façon de voir les choses et la vie. Et ça, je trouve, c'est ça qui est intéressant quand on a des enfants. Et c'est aussi pour ça qu'on en a, c'est pour évoluer. Et dans leur sens aussi, pas contre eux. Ce sera un beau mot de conclusion que la France, avec un objectif boutant, donc voir comment les critères du bonheur peuvent être pris en compte. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays qui est assez nanti, on va dire. Et que le dialogue en permanence est toujours un dialogue qui est taché de choses négatives. On est les champions du oui mais on n'est jamais ceux de l'enthousiasme. Ouais. Alors juste pour terminer, je voudrais faire 2 annonces pour nos prochaines sessions. La prochaine session, c'est le 13 juin. Femmes adultes jusqu'à la ménopause, donc on sera en webinaire, et le 14 la 3e session, ce sera le 4 juillet sur la question du grand âge. Voilà, écoutez, je vous remercie, et vraiment merci à tous d'avoir participé sur ce débat qui était tout à fait passionnant. On avait quelques questions qu'on a pu prendre de la part des personnes qui ont regardé le webinaire, en particulier sur la question de la vaccination des garçons. Donc je crois qu'on a réussi un joli webinaire, et vraiment je vous en remercie. Ouais, c'était tout à fait éclairant, et dans les podcasts il faudra pouvoir s'en servir. Merci encore Elisabeth de la qualité du choix des intervenants. Merci à mes collègues de cette vision. Sans eux je ne suis rien. Oui, mais quand même, parce qu'il fallait avoir cette vision sur les 7 événements qui composent cette série, et tu l'as merveilleusement mise en pratique jusqu'à maintenant, et je sais que les prochains opus seront tout à fait passionnants. Merci à tous, et à très vite, donc au 13 juin prochain
pour la femme adulte jusqu'à la ménopause.